Bonjour à tous, c'est Dorian et je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des dernières actualités en bourse et sur l'économie. Donc on va parler des cours de l'euro-dollar, du pétrole, de plusieurs indices en bourse. On regarde ensuite les derniers chiffres sur l'inflation aux États-Unis, le marché de l'emploi et l'évolution des salaires. Et en fin de vidéo, je vous partage aussi un petit peu mon sentiment sur le marché et le moral ambiant sur les marchés. Comme d'habitude, vous avez le sommaire dans la description si vous souhaitez passer d'un chapitre à l'autre. Et aussi, je voulais vous dire que si vous voulez, vous pouvez aller me suivre sur Instagram parce que là, je vais vous parler d'informations, par exemple, pour l'inflation qui sont sorties jeudi dernier. Et donc, c'est des informations que je donne plus tard sur YouTube parce que ça prend un peu de temps de faire la vidéo. Par contre, si vous voulez les informations un petit peu plus rapidement, vous avez aussi ce moyen-là sur lequel je publie des stories assez régulièrement notamment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre. Donc comme d'habitude, je vous ai préparé un mind map avec toutes les informations et on va passer point par point en détail en vous montrant aussi d'autres onglets, on va aller voir les graphiques, etc. Donc premièrement, on va aller regarder l'euro contre le DXY. En fait, le DXY, donc c'est le dollar comparé à un panier d'autres monnaies. Et donc ici, c'est la courbe du haut. Et ensuite, en dessous, on voit donc on a l'euro-dollar et on voit déjà quand même une certaine corrélation, c'est-à-dire que si on prend le dollar, il a par exemple ici baissé de 10% par rapport au point où je suis en train de mesurer. Et si on prend l'euro au même point, on voit que lui, il est monté par rapport au dollar de 12%. Donc on a 2% d'écart, mais on a quand même une belle corrélation entre les deux. Et donc certes, l'euro est monté par rapport au dollar, mais en grande partie parce que le dollar a perdu en force, ce qui est aussi logique puisque l'inflation ralentit là-bas. Et donc les marchés anticipent un ralentissement de la montée des taux, et sachant que plus les taux montent et plus une monnaie va être forte généralement. Alors évidemment, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, et ce que je préciserai aussi d'ailleurs, c'est que vu que l'inflation en Europe pour l'instant ne ralentit pas comme aux États-Unis, eh bien les marchés peuvent aussi anticiper que les taux vont continuer à monter en Europe, et donc forcément ça va aussi donner des meilleurs rendements sur les obligations européennes. Et en parlant d'inflation d'ailleurs, surtout en Europe, il faut savoir que l'euro qui remonte, ça va quand même être une très bonne chose puisqu'on achète beaucoup de matières premières, y compris le pétrole qu'on va regarder juste maintenant, non en euros mais en dollars, et donc forcément si on a un euro un petit peu plus fort, ça va aider l'Europe d'un point de vue de l'inflation en interne. Je vous propose maintenant de passer au pétrole. Donc on voit que le pétrole aujourd'hui on est sur les 83 dollars pour le brut. Et si on regarde, on voit qu'ici par rapport à juin 2022, on a baissé de presque 32, allez 33, presque 33%. Et si on regarde le graphique depuis juin 2022, où on voit qu'on était quand même sur un gros plateau, alors on avait fait un petit point un petit peu plus haut en mars 2022, mais globalement on voit qu'on a baissé de plus de 30% par rapport au cours d'aujourd'hui. Et si on regarde juste depuis milieu novembre, on voit qu'on a quand même corrigé de 15%. Donc voilà, le pétrole a baissé, ça se ressent énormément à la pompe aux États-Unis, on le verra sur l'inflation un petit peu plus tard. Avant ça, je voulais aussi passer sur les indices, je vous l'ai mis ici. Donc le S&P 500, depuis le point haut qu'on avait fait en début janvier 2022, on voit qu'on est en correction d'environ 17%, donc il s'est un petit peu repris. Il est repassé sur la moyenne mobile des 50 jours, mais pas encore des 200 jours. Cependant, voilà, on est clairement toujours sur une tendance baissière. Moi, comme vous le savez, je continue à l'acheter tous les mois en DCA, tout simplement l'ETF S&P 500. Mais voilà, je voulais quand même vous le montrer. On s'est repris un petit peu depuis le plus bas qu'on avait fait, si on se souvient, mi-octobre. On va voir ensuite le Nasdaq, on voit que lui, il a baissé beaucoup plus, on est à moins 31% depuis le point le plus haut qu'on avait fait autour de novembre-décembre 2021. Il se comporte, il est aussi en tendance baissière, un petit peu moins bien que le S&P 500, en même temps c'est normal, il est beaucoup plus axé tech, et donc voilà, au final, alors moi personnellement, sachez juste que je n'ai pas d'ETF précisément Nasdaq. Cependant, la plupart des entreprises du Nasdaq sont aussi au S&P 500, donc au final, je suis couvert aussi sur la majorité de ces entreprises. Ensuite, je voulais vous montrer le Dow Jones Industrial Average, donc le Dow 30, et lui, on voit qu'il ne se comporte pas si mal que ça. Donc là, en fait, vous pouvez trouver la liste facilement sur Internet des 30 entreprises qu'il compose, mais c'est beaucoup moins axé tech. Alors, vous avez de la tech, dedans, par exemple, vous avez Apple, des choses comme ça, mais vous avez aussi des industriels, vous avez des entreprises type Walmart qui font de la grande distribution. Donc, ils sont beaucoup moins axés croissance. C'est un ETF qui est dirigé d'ailleurs par une entreprise privée, et c'est le plus vieil indice, en tout cas aux États-Unis, sur les marchés américains, et je pense aussi dans le monde, il faudrait vérifier. Mais donc voilà, c'est un très vieux indice qui est beaucoup suivi par les investisseurs, et on voit que lui, il se comporte un peu mieux avec seulement moins 7%. Et enfin, je voulais montrer le CAC 40 qui se comporte bien aussi. Je l'avais regardé l'autre jour et j'ai vu qu'en fait, il s'est très bien repris depuis septembre-octobre. Et si vous prenez depuis le point le plus haut en janvier 2022, on voit qu'on a seulement baissé de 5,5%.
Alors après, le CAC 40, là, en cas du court terme, si vous le prenez sur le très long terme, il est quand même un petit peu moins performant que certains autres indices. Cependant, ben, je trouvais que c'était quand même intéressant de le mentionner. Et en même temps, quand vous regardez les entreprises du CAC 40, ben, c'est des entreprises assez sages. Alors déjà, vous avez le luxe qui aide énormément, mais vous avez aussi les entreprises dans le pétrole, vous avez les entreprises qui sont dans l'alimentaire, dans la grande distribution, un petit peu dans l'industrie. Donc voilà, c'est moins axé tech, et c'est un petit peu pas étonnant que ça ait moins baissé. En tout cas, c'est mon avis. Et le dernier point que je voulais vous montrer, ce sont les prévisions de PER, donc les forward PE, sur le S&P 500 Large Cap. Donc si vous regardez, on est un tout petit peu, je dirais, au-dessus de la moyenne historique, quoi qu'on en est très proche. Vous voyez qu'on se balade sur un 17,3. Alors si vous prenez la moyenne, on est certainement entre 15 et 16. Donc actuellement, ça montre qu'on n'est plus du tout surévalué comme on l'a pu l'être entre 2020 et 2021. Alors évidemment, il y a toujours le débat, on n'aurait pas dû acheter en 2021. En même temps, facile à dire, on n'a pas de boule de cristal. Donc moi, personnellement, c'est pour ça que j'achète tous les mois sans me poser de questions, comme vous le savez. Cependant, je tiens à le préciser quand même, je pense qu'actuellement, le S&P 500, il n'est pas peu cher, on le voit ici, on n'est pas redescendu sur les niveaux par exemple de 2008-2009, ni même sur les niveaux de 2020 où on voit qu'on était descendu sur les 13 en termes de forward PE. Cependant, on n'est pas non plus sur des points extrêmement élevés et on pourrait aussi bien baisser plus que remonter, ce serait un petit peu la conclusion. Honnêtement, je pense que le marché actuellement se cherche un petit peu, ne sait pas trop quoi faire et observe pas mal. Donc on continue sur mon mind map. Maintenant, on va parler un petit peu de l'inflation. Alors l'inflation aux États-Unis, elle est sortie sur un an à plus 6,5%, ce qui est une bonne baisse par rapport au mois précédent. On peut aller voir le graphique d'ores et déjà. On voit qu'on est à 6,5, on était à 7,1 le mois précédent et donc on voit bien la courbe qui descend. Et d'ailleurs, vous le retrouvez aussi sur le graphique que je vous ai mis juste en dessous. On voit ici la courbe en bleu foncé qui est clairement en belle baisse. Et ensuite, et ça c'est une première depuis pas mal de temps, on a baissé d'un mois sur l'autre. C'est-à-dire qu'entre novembre et décembre, l'inflation globale a baissé aux États-Unis. Ensuite, on a ce qu'on appelle le core CPI. Donc en fait, c'est l'inflation à laquelle on retire l'alimentation et l'énergie, puisqu'en fait, ce sont deux catégories très volatiles. Elles sont dues notamment au marché, aussi bien l'alimentaire que l'énergie sont achetées sur les marchés. Et c'est quelque chose que les banques centrales peuvent assez peu contrôler avec l'augmentée des taux notamment, puisque c'est des marchés mondiaux. Et donc on voit ici que sur un an, on a fait plus 5,7% et on a fait plus 0,3% sur un mois. Et on voit ici la courbe qui, elle, a commencé à baisser, mais vous voyez, elle avait quand même fait un faux plat avant de remonter, on en avait parlé. Et si vous voyez ici sur les courbes directement, c'est flagrant, elle avait fait un 6,5, puis elle a été redescendue, puis elle a été remontée à 6,6, et aujourd'hui, ça fait bien 4 mois d'affilée qu'on est en baisse. Donc clairement, c'est une bonne nouvelle, et on en parlera d'ailleurs un petit peu plus en conclusion, où je vais vous parler un petit peu de ce que pourrait faire la Fed, sachant que eux, ils veulent faire baisser l'inflation. Je pense qu'ils vont pas agir de suite, ils vont être très patients, ils l'ont déjà dit, mais on en reparlera en conclusion. Alors du coup, je voulais maintenant vous montrer ce qui se passe au niveau de prix de certaines catégories au niveau de l'inflation. Donc tout d'abord, l'alimentation a augmenté en décembre de 0,3%. L'énergie a, elle, baissé de 4,5% et sur cette énergie, les carburants notamment ont baissé de 9,4% aux États-Unis. Par contre, les prix du logement ont augmenté de 0,8% d'un mois sur l'autre et de 7,5% d'une année sur l'autre, et ça représente un tiers du calcul total de l'inflation. Donc tous ces chiffres, en fait, ils sont extraits de ce tableau qui est publié tout simplement sur le site officiel du gouvernement américain. Et donc on va retrouver ici les chiffres avec notamment le logement qui est bien à 7,5 sur une année et à 0,8 sur le mois précédent. Et on voit que toute l'année, on a fait du 0,6, 0,7, 0,8. Alors le logement, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment aux États-Unis, tout simplement parce que les prix de vente ont déjà baissé dans de nombreux États, tout simplement parce que les taux sont remontés, donc il y a moins de pouvoir d'achat dans l'immobilier à salaire équivalent. Cependant, voilà, tout ce qui est les locations, donc les prix sur les locations n'ont pas encore corrigé à la baisse. Et on se rappelle de 2007-2008, ça avait été le cas. Et donc maintenant, la question, c'est est-ce que dans les prochains mois, on va avoir ou pas une forte baisse en fait de cette inflation sur le prix des loyers? Parce que si c'était le cas, eh bien, vu qu'on est sur un tiers de l'indice donc de calcul de l'inflation, ça pourrait le faire vraiment dégringoler rapidement. Cependant, l'immobilier, comme on le sait, ça agit vraiment sur le long terme, et donc même si les taux ont remonté maintenant, on pourrait ne pas voir les effets de suite, on les verra peut-être que dans quelques trimestres. Encore une fois, personne ne peut prévoir, ce n'est que de la spéculation. Cependant, ce que je voulais montrer, c'est que
En fait, ce rapport sur l'inflation, il a été influencé fortement par l'énergie qui a beaucoup baissé. Cependant, si l'énergie n'avait pas autant baissé, clairement, à cause de tout ce qui est accommodation, donc de tout ce qui est les logements, on aurait certainement été sur des niveaux plus élevés. Donc j'espère que le pétrole va continuer à baisser, ça personne ne peut le savoir, c'est les marchés. Et il faut aussi vraiment surveiller de près, à mon avis, tout ce qui est habitation, parce que si les loyers venaient à baisser, puisque tout simplement le prix de l'immobilier baisse aussi, eh bien ça pourrait être en tout cas, ça pourrait faire vraiment baisser l'inflation. Mais ce n'est pas forcément le cas, peut-être que les loyers vont se maintenir. Donc ça, seul l'avenir nous le dira. Donc les questions que tout le monde se pose, et c'est aussi un petit peu pour ça que le marché se cherche en ce moment à mon avis, c'est que vu qu'on a une baisse de l'inflation aux États-Unis, et on sait que la Banque centrale américaine a précisé que leur objectif numéro un était de ramener l'inflation autour de 2 à 2,5%, et vu qu'on est quand même sur une trajectoire vraiment à la baisse comme vous le voyez ici, est-ce qu'il serait possible qu'en 2023, on arrête de monter les taux? Est-ce que la prochaine montée sera peut-être que de 0,25, voire de 0, ce qui serait à mon avis un très bon signal pour le marché, ou est-ce qu'au contraire ils vont continuer avec des 0,5 d'augmentation pour vraiment tuer l'inflation et vraiment tenir entre guillemets la barre? On ne sait pas. Et enfin, l'autre question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on aura un pivot sur les taux en 2023 ou en 2024? C'est-à-dire, est-ce que la Fed, après avoir arrêté de monter les taux, va les rebaisser? Ça, on ne peut pas le savoir. Cependant, évidemment, ce serait un signal très très fort pour le marché. Personnellement, je pense que si l'inflation continue à baisser sur les prochains mois, il se pourrait qu'ils ralentissent avec une augmentation de 0,25 voire 0 sur les taux, mais c'est que de la spéculation, on n'a pas de boule de cristal. Voilà. Cependant, je tenais à vous en parler parce que la Fed va reparler en mars, donc dans un mois et demi, 2 mois, et donc ils nous parleront de ces cas-là, et donc pour moi c'est important que ce sont vraiment des choses à suivre parce qu'on sait très bien que les taux directeurs ont une influence directe sur les marchés financiers et sur l'économie, et ils veulent éviter la récession. C'est-à-dire que s'ils continuent à maintenir les taux et qu'ils les montent au-delà de 5%, déjà qu'on va peut-être rentrer en récession aux États-Unis, c'est pas garanti, mais il y a quand même beaucoup de signaux qui montrent qu'on va peut-être y rentrer, eh bien, dans ce cas, s'ils montaient les taux encore plus, ça ne ferait que de faire une récession entre guillemets plus violente, et c'est quelque chose que personnellement j'espère quand même qu'on va éviter parce que derrière vous avez des pertes d'emploi, etc. Et d'ailleurs, en parlant de pertes d'emploi, c'est ce dont on va parler maintenant. Je voulais vous faire un point sur l'emploi aux États-Unis. Donc pour les emplois aux États-Unis, on a créé un petit peu plus de 220 000 emplois si on va voir le graphique ici en décembre. On voit cependant qu'effectivement on en crée de moins en moins. Et d'ailleurs après on va parler des licenciements dans les entreprises de la tech. Mais si on regarde quand même, voilà, la majorité des créations d'emplois ont lieu dans tout ce qui est le médical, le social, dans tout ce qui est tourisme, leisure, hospitality, donc les hôtels, les vacances, etc. Dans la construction et ensuite voilà, ensuite ça baisse beaucoup. On a des très petites créations mais c'est assez faible et on a même une baisse sur tout ce qui est les business, tout ce qui est information, etc. Donc on est clairement sur une tendance baissière, on voit qu'on crée de moins en moins d'emplois aux États-Unis, et ça on en a déjà parlé, hélas, pour la Fed, c'est une mauvaise chose, mais c'est pas une mauvaise chose non plus, parce que eux, leur priorité, c'est l'inflation, et si on crée moins d'emplois, il y a de moins en moins de personnes qui donc retrouvent dans l'emploi pour consommer, et d'ailleurs, à l'inverse, on a même des licenciements, alors on est loin d'être en négatif, on crée encore des emplois, cependant, ça implique qu'on va peut-être avoir moins de pouvoir d'achat. Et ça, vous le retrouvez sur ce graphique que je voulais aussi vous montrer. C'est-à-dire que là, ici, vous avez en haut donc, le CPI qu'on a regardé juste avant. Donc là, on est à 7,1 en novembre, comme on l'avait vu. Et ici, vous avez la moyenne du salaire à l'heure aux États-Unis. Et sachant qu'on parle ici d'une évolution en pourcent en regardant une année avant. Donc si vous regardez, on voit qu'en 2020, on avait eu un gros pic et une chute à cause du Covid, puisque le marché de l'emploi avait été complètement déréglé. Ensuite, on a eu une baisse en 2021, puis on est revenu se stabiliser depuis un an sur un plateau comme on le voit ici, et on a eu une augmentation sur un an de 4,6%. Cependant, si vous regardez, vous voyez qu'il y a encore quelques mois, on était pas loin des 6%, on était à 5,5%, et on a toujours été en dessous de l'inflation depuis 2021. Et ça, je vous le montre parce que c'est important. C'est-à-dire que si vous avez l'augmentation des salaires qui est au niveau de l'inflation, eh bien vous avez le risque de créer une boucle en fait prix-salaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les prix vont monter, les salaires vont monter d'autant. Et donc les personnes ont toujours plus de pouvoir d'achat, donc peuvent continuer à consommer beaucoup. Et donc vu qu'elles consomment, il y a toujours beaucoup de demandes et toujours pas trop d'offres entre guillemets par rapport à la demande. Donc l'équilibre offre-demande est hélas maintenu et donc les prix continuent à augmenter. Et ça c'est une spirale que la Fed veut à tout prix éviter. C'est quelque chose de catastrophique, on ne veut surtout pas que ça arrive et c'est pour ça qu'ils sont en train d'augmenter les taux pour que les entreprises
tout simplement on galère plus, puisqu'il y a plus de difficultés dans l'économie, c'est plus cher d'emprunter de l'argent, les projets deviennent beaucoup moins rentables, puisque l'argent coûte plus cher, et donc forcément, on arrête de faire des augmentations, voire même on fait des licenciements. Et en parlant de licenciements, je voulais en fait vous parler des licenciements qui ont eu lieu dans la tech ces derniers mois. Donc si on va voir ici, on voit qu'en novembre, on a eu quand même énormément de licenciements, ça a ralenti en décembre, et là en janvier, ça repart de plus belle. Et si vous regardez, en fait, parmi les entreprises qui ont beaucoup licencié ces 2 dernières années, vous avez en tête Amazon, ensuite Facebook, Meta, Twitter, Salesforce, HP, Cisco, Peloton, etc. Après, si on continue, on a Ford, c'est de l'industrie. Si vous regardez ensuite, vous avez Microsoft, Coinbase, Tencent, Robinhood. Donc en fait, vous voyez que les entreprises qui sont en train de massivement licencier, c'est les entreprises de la tech. À mon avis, elles font ça déjà parce que ce sont des entreprises qui veulent vraiment maintenir leur marge. Ce sont des entreprises aussi qui souffrent en récession. On peut penser notamment avec tout ce qui est la publicité, ils font beaucoup de B2B. Même Amazon avec AWS, leur système de cloud, en fait, facture énormément les entreprises. Donc les entreprises ont de moins en moins d'argent à dépenser puisqu'elles veulent maintenir leur marge, et donc forcément la tech en souffre particulièrement. Je pense qu'on n'est pas à l'abri dans le futur d'avoir hélas des licenciements dans des secteurs plus larges de l'économie, comme tout ce qui est le retail, la grande distribution, l'industrie, etc. Mais cependant, voilà, je voulais vous montrer qu'en ce moment, la tech a beaucoup licencié et risque de continuer, et ça m'amène aussi à parler, de me demander, est-ce que Google va pas en venir là, parce que Google n'a pas encore licencié, et Apple aussi. Je me demande si ces deux grosses entreprises ne vont pas faire des licenciements bientôt. Alors, est-ce que ce serait une bonne chose ou une mauvaise chose pour l'action? Ça, on verra. Ça dépend comment réagissent les marchés. Cependant, je pense que ces entreprises pourraient en venir là aussi. Et aussi, la question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce que ça va se répandre hors de la technologie? Est-ce que d'autres entreprises vont le faire? Et dans ce cas-là, ce serait aussi un signal pour la Banque centrale américaine qui montrerait que vraiment on est en train de rentrer en récession, les gens sont en train de perdre leur emploi, le pouvoir d'achat va dégringoler parce que là-bas on a quand même moins d'assurance, si on perd son emploi on perd vraiment en pouvoir d'achat. Et donc voilà, c'est des questions que je me pose parce que je pense que ce sont des signaux très forts qui pourraient être envoyés à la Fed, et la Fed pourrait les écouter pour baisser ou en tout cas arrêter d'augmenter les taux un petit peu plus vite. On en arrive maintenant à la conclusion. Donc tout d'abord, je tiens à le dire, on n'a pas de boule de cristal. Quand est-ce que les marchés vont toucher le fond? Je ne le sais pas. C'est peut-être déjà fait, et c'est peut-être pas fait du tout. Est-ce qu'on va rentrer en récession? De la même façon, on ne peut pas vraiment le savoir. On a quand même des indices qui montrent que c'est probable, mais tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Et ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que voilà, en gros, celui qui a des certitudes, je pense qu'il est très très fort. Moi personnellement, j'essaie vraiment d'éliminer les certitudes. J'achète tous les mois des ETF en DCA comme je vous l'ai mis en dessous sans me poser de questions. Parce que même si j'aime parler d'économie, voir les choses, parce qu'aussi ça me dit de mon côté par exemple que, mais je vous le dis un petit peu en dessous, qu'il faut que j'augmente mon épargne de sécurité, que je me mette en sécurité, que je garde du cash, parce qu'on peut être impacté en tant que personne si l'économie a vraiment des grosses difficultés. Cependant voilà, j'essaie d'enlever de mon vocabulaire les mots du type on sait que, c'est sûr que, X, Y, Z est foutu, cette entreprise est foutue, ou alors X, Y, Z est inévitable. Je vois des fois des messages, etc. Je réponds pas parce que c'est... J'essaie vraiment de rester humble en ce moment parce que vu ce qui s'est passé en 2021, je pense que c'est ce qu'on peut faire. Et à l'inverse, j'essaie d'investir sur le long terme parce que quand je regarde mes actions que j'ai achetées et mes ETF en 2019, 2020, 2021, le plus longtemps j'ai attendu entre mes achats et maintenant, et le plus je suis à la hausse. Et si je prends mon patrimoine depuis 5, 6, 7 ans, en fait il ne fait que monter. Alors il est monté beaucoup plus fort en 2020, 2021, un petit peu moins. Mais voilà, globalement, je regarde sur le long terme et j'essaie toujours de me rappeler ça. Il y a beaucoup d'incertitudes, je ne peux pas prédire ce qui va se passer, donc j'essaie de rester humble. Et c'est un petit peu le message que je voulais vous passer. J'essaie pas de jouer aux devinettes, je fais pas du trading, et j'essaie plutôt d'investir sur le long terme avec mes ETF, de l'immobilier sûrement, j'aimerais en refaire. Et je fais un petit peu d'actions individuelles, et même sur les actions individuelles, j'essaye quand même de concentrer sur le long terme, même si évidemment c'est beaucoup plus volatile qu'un indice boursier. Donc voilà, sur mes actions individuelles, je me mets aussi un apport mensuel. Cependant, je ne suis pas à mon maximum, car je tiens à maintenir beaucoup de cash, et aussi j'augmente mon épargne de sécurité. Donc voilà, mon épargne de sécurité de 6 mois augmente, j'ai toujours 6 mois, sauf que j'estime que, imaginons que j'ai une grosse baisse de revenus pour X, Y raison, on ne sait pas ce qui peut se passer, et bien dans ce cas-là, je veux me mettre en sécurité, et donc c'est ce que je fais en ce moment. Sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos si vous êtes nouveau sur la chaîne. Aussi mettre un like, ça soutient la chaîne, et je vous en remercie d'avance si vous avez aimé la vidéo. Vous avez aussi des liens dans la description pour aller plus loin, avec notamment une introduction à la bourse et aux finances personnelles qui a pas mal plu, j'ai pas mal de retours positifs dessus, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et on se voit bientôt pour la prochaine vidéo.